Hello, hello, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Pitch Master pour le 23e live. Je vous laisse arriver tranquillement. Hop, moi j'enlève mes documents. Voilà, prenez le temps d'arriver. Bonjour à toutes ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Sandra est là, on va pouvoir l'accueillir. Bonjour tout le monde, prenez le temps d'arriver. Moi je vais faire venir Sandra. Et je mange mon chocolat de Noël. Trop bon. Bonjour Sandra. Tu vas bien? Oui, très bien et toi? Ouais, ça va. Un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je suis en live. D'accord. Eh bien écoute, je suis contente alors que tu sois là avec moi et avec nous. Et ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est une vraie discussion entre nous. Hmm. Voilà, sans problème. Moi, je gère tous les aléas du direct. Ça marche. Et Ouais, j'ai ça. l'habitude. Donc tout va bien. Je sors de 2 heures de coaching de mémoire Ah, d'une M1. Donc là, je suis en forme. Alors, attends. J'essaie de caler mes affaires. je t'en Alors, je prie. vois déjà une remarque de Lou. Mhm. Hello pour toi. C'est possible d'avoir un master en ayant des notes ric-rac pour raison médicale? Ok, bon, ça, on va y répondre un peu plus tard. On va essayer de faire les choses un peu dans l'ordre. Hmm. Mais Lou, on a ta question et avec Sandra, on va y répondre. Ok. Voilà. Donc, je vais laisser un peu tout le monde se connecter. De toute façon, il y aura un replay qui sera disponible du coup sur Pitchmaster Psycho. Donc, voilà. Pas de problème là-dessus. Et moi, j'ai repris, tu sais, les questions que Hmm. plusieurs personnes t'avaient posées. Donc, je vais te les poser aussi au fur et à mesure, tranquillement. Donc, voilà. Eh bien, écoute, si tu te sens prête, on peut commencer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. Eh bien, déjà, tu peux commencer par te présenter. Présente ton compte Instagram aussi, il est vraiment chouette. Merci. Et, et tu peux dire ce que tu fais maintenant et par quel master tu es passé. Comme Ouais, ça, après, on va redétailler tout ça, redérouler. hmm, avec plaisir. Du coup, donc Sandra Da Silva, je suis psychologue depuis juin 2021, donc c'est tout récent. J'ai fait tout mon Ouais, cursus, donc licence, master à l'université de Tours. J'ai fait une licence plutôt axée sur la psycho du développement et la psycho géronto. Et puis après, j'ai choisi de faire un master géronto en 2 ans. Et là, actuellement, je travaille du coup à mi-temps en EHPAD et à mi-temps en libéral. Donc, je me suis lancée à la sortie du diplôme, du haut de super. mes 23 ans. Ouais, Et du coup, j'ai ce compte Sandra Jeune Psy où je partage un peu mes connaissances sur la géronto de manière vulgarisée. Sur la psycho de manière plus générale aussi, et puis surtout beaucoup en ce moment, surtout sur mon vécu de jeune psy, mes petites expériences, ce que j'apprends au fur et à mesure, et c'est assez chouette. oui, c'est vraiment très riche. Allez sur le compte de Sandra, voir un peu ce qu'elle écrit. Parce que c'est vrai que moi aussi, étant jeune psy, en fait, on a été diplômés en même temps, donc c'est assez drôle. Mm. Effectivement, ce que tu peux partager sur ton compte, c'est des choses que je ressens aussi. Et ça me fait du bien, en fait, de pouvoir le lire et de me dire, OK, il n'y a pas que moi qui pense ça, alléluia. En fait, je suis pas si bizarre. Ou sinon, on est bizarre à plusieurs, c'est chouette aussi. Non, mais c'est Donc, top. ouais, ouais. C'est vraiment chouette, ouais. Et du coup, alors, si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours universitaire, la licence pour toi, ça s'est passé comment? Alors la licence, j'en ai, si je suis honnête, un mauvais souvenir. Oui, oui. Euh, Mm. Parce que, en fait, je trouve qu'en licence, on a tellement de cours sur un petit peu tout. Enfin, il y a la psycho du travail, la psycho du dev, la psycho géronto, la psycho clinique. Enfin, on va dans un peu tous les sens. Et moi, j'aime bien plutôt rester focus sur une seule chose. Et du coup, aller m'éparpiller un petit peu partout, apprendre tous les partiels, tout ça sur des matières des fois qui ne m'intéressaient pas forcément. Tout ce qui est bio et stats aussi, où il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais en psycho.
Mhm. Assez compliqué. Dans ma fac aussi, il y avait beaucoup de travaux de groupe. Et des fois, on en avait une dizaine par semestre à faire, des dossiers, des oraux, tout ça. Des fois, et souvent, c'était toujours la même semaine où on avait tout. Et du coup, c'était Waouh. en pression. Je pense qu'à un moment, j'ai fait un burn-out étudiant. Donc, Ouais. en L2, je pense. Donc, ça a été assez compliqué. Les amphis, Mhm. ne me plaisaient non plus. Je me sentais pas à ma place en amphi avec tant de monde autour de moi. Enfin, voilà. C'est impressionnant, hein. Les amphis, on n'en parle pas, mais c'est très impressionnant tout ce monde et cette difficulté à se concentrer aussi par moment. Mm. J'ai pas trop aimé les amphis et du coup, ouais, la licence, ça a pas été une partie facile. Mm. Et puis, en plus, en licence, je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Moi, je suis arrivée un peu à la fac de psycho par hasard. J'ai juste suivi une amie de lycée qui m'a dit, bah, moi, je pars en fac de psycho. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais partir avec toi. Donc, je l'ai suivi. Mm. Et, et du coup, après, en psycho, je me suis dit, puisqu'on avait des profs, quand même, que je trouve pouvaient être parfois assez décourageants, qui disaient que si on n'avait pas telle moyenne, on ne serait pas bah, on serait pas en master, on serait pas sélectionné. Et Mhm. Et on est la preuve, toutes les deux, que c'est faux. Voilà. exactement, exactement. Et je me souviens, à la pré-rentrée de L3, le prof a dit, si vous n'avez pas minimum 12 de moyenne, vous serez pris dans aucun master, on ne regardera même pas votre dossier. Alors que moi, j'ai été prise à tous les masters où j'ai postulé, sauf un, avec 11 de moyenne sur ma licence. Donc voilà, Super. Ouais. c'est faux, c'est faux. Et c'est juste pour décourager les gens et qu'ils aient moins de dossiers, en fait, parce que les gens sont déjà découragés, mais du coup, c'est pas cool comme technique. Non. Et du coup, je savais pas quoi faire à la base. Je voulais faire prof des écoles parce que les profs de psycho disaient tellement que j'allais pas y arriver que j'ai commencé à les croire. Et je me suis Ouais. dit, je fais prof des écoles en premier plan, plan A, et plan B, je suis psychologue. Au final, j'ai été refusée en prof des écoles, j'ai été acceptée en psycho, donc voilà. Génial. Je regrette pas du Le destin. Le destin voulait autre chose de toi. tout. C'est super. Du coup, je lis en même temps les commentaires. Il y a plein de choses aujourd'hui. Ouais, trop cool. Donc, il y a Aubin et Romain qui te félicitent, qui te font clac, clac, clac. Donc, je pense que c'était au moment où tu parlais de l'obtention de ton diplôme. Ouais, sûrement, peut-être. Ouais. Et il y a CK12 qui dit c'est exactement ce qu'on nous a dit. Minimum 12, sinon on lit même pas le dossier. Oh, Alors, fort heureusement, non. Et en plus, enfin, pour le coup, faisant pas mal de coaching avec vraiment toutes les facs de France, honnêtement, ça dépend parce qu'en fait, sur certaines sites web d'université, il y a clairement écrit des notes minimum de 14 en clinique. Voilà. Une fois que c'est écrit, j'ai envie de dire, bah, on tente pas le diable, quoi. Si c'est écrit, a priori, ils vont vraiment se baser là-dessus et dans ce cas-là, passez un peu votre chemin. Maintenant, si vous voulez tenter, faites-le. Enfin, je veux dire, il n'y a pas faut essayer, en fait. C'est un peu ce que tu disais, toi, en disant, bon, bah, j'ai peur de pas être prise en psycho. Du coup, je vais essayer professeur des écoles. Et finalement, bah, non, c'est professeur des écoles où tes dossiers n'ont pas fonctionné, mais pour psycho aussi. oui, parce que Donc, comme prof des études, j'avais envie, mais c'était par défaut parce que je pensais que psy, j'allais être refusée. Je pense que ça s'est ressenti dans ma lettre de motivation où j'étais pas très motivée et que j'étais plus motivée oui. où j'avais plus la niaque, quoi. Ouais. Et là, tu touches un point tellement sensible que je me tue à dire dans toutes les langues, à tous les coachés, sur des contenus gratuits ou payants, qu'importe, mais votre motivation, elle se ressent tellement, en fait. Et il y a, en lisant juste les quelques lignes, les quelques premières lignes d'une lettre de motivation, on sent si l'étudiant a vraiment envie d'y être ou pas, et ça va beaucoup, beaucoup influencer. Au-delà des notes. C'est clair, c'est clair. Là, il y a Lou qui dit c'est super bon à savoir, ils disent aussi ça dans ma Mm. fac, par rapport aux notes, je pense. It's Amélie qui dit minimum 14 de moyenne, c'est ce qu'ils nous disent. Mais oui, mais ça, c'est pour mettre la pression. Mm. Et puis après, il y a une réalité aussi, c'est que c'est encore une fois un entonnoir inversé. Tout le monde rentre, mais en fait, il y a peu d'étudiants qui ressortent avec le diplôme aussi parce qu'il y a des quotas, en fait, il y a des ratios en master qui font que même si tout le monde avait 18 de moyenne, on ne pourrait pas tous entrer dans les masters.
Et ça, c'est une réalité qu'on connaît dès la L1. Je pense que tous, on vous l'a dit aussi, ça. Donc, Mhm. en fait, les profs tentent de déjà commencer à créer une sorte de presque de sentiment de compétition entre les étudiants là-dessus et bah, de vous pousser à avoir le meilleur dossier possible. Parce que dans le système français, en fait, on est très basé sur les notes quand même. Mais heureusement, sinon, moi, je créerais pas mes coachings, hein, si je croyais que au système de notes, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a toutes les pièces du dossier aussi qui vont faire la différence. Et heureusement. Je suis pas d'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses alors de la question de Lou quand elle nous demandait tout à l'heure, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir un master même si on a des notes ric-rac pour raison médicale, en l'occurrence? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Qu'il y ait des raisons médicales ou non, c'est possible de passer un master avec des notes ric-rac, même si j'aime pas trop le terme, mais voilà, on peut passer Ouais. avec 11 tant qu'on prouve en fait qu'on a des choses à leur apporter dans la lettre de motivation, que eux aussi ont des choses à nous apporter, qu'on est motivé, qu'on c'est vraiment notre vocation et en plus avec des raisons médicales, bon, j'en fais appel un petit peu à l'empathie des psychologues, ils devraient savoir que des fois, bah oui, on a des soucis de santé et c'est comme ça et c'est pas pour autant qu'on est un mauvais professionnel de santé, au contraire, même parfois. Donc je pense que je peux le faire pour toi. Ouais. Et pour rebondir là-dessus aussi, j'ajouterais même fais de tes raisons médicales une force en fait. Justement, appuie pas forcément larmoyant. Évite ce. Alors ça, c'est un truc que je déconseille. Ne vous victimisez pas dans vos dossiers. En fait, j'ai déjà relu l'année dernière des dossiers enfin, dans le cadre de coaching où certains étudiants pouvaient dire oui, j'ai déjà été refusé 3 fois, c'est injuste. Là, je veux passer. Et là, j'ai dit à la personne, mais non, si tu utilises ce mode-là de victimisation, entre guillemets, en fait, ça va pas fonctionner non plus. Et ça va être au contraire de dire, bah voilà, enfin, mes raisons médicales qui font que là, j'ai fait une pause dans mes études m'ont permis de prendre de la maturité, de la distance, de savoir que c'est encore plus ça que je veux faire. Voici les raisons pour lesquelles je veux faire ça. Et là, oui, là, on a envie de vous dire oui. Finalement, qu'importe la raison pour laquelle vous avez dû mettre en pause vos études. Exactement. Ouais. Il y a CK12 qui dit, est-ce que les expériences vous ont favorisé dans vos postulations master? J'aimerais accéder à un master psychogéronto. J'ai plus d'expérience que de bonnes notes. Avec un petit cœur blanc. Oui, oui, je pense que les expériences, c'est ce qui est très important et je sais que moi, dans ma fac, ils appuyaient beaucoup là-dessus. Sur le fait de, nous, en tout cas à Tours, c'était à mon époque, bon, je sais pas si vieille que ça, il y a 2 ans quand même, question pour moi, c'était au moins faire un stage de 35 heures avec un psychologue en géronto. Et déjà, moi, j'avais fait que ça, hein. Clairement, j'avais suivi quelques cours de psychogéronto, mais pas tous. J'avais pas tout le temps choisi l'option. Et du coup, ce qui m'avait permis en tout cas de me démarquer, c'était d'avoir fait ce stage-là, juste un stage d'une semaine au final, et d'avoir aussi beaucoup parlé avec les profs. Et ça, c'est hyper important, se faire connaître des profs de Géronto dans sa fac. Juste leur parler à la fin des cours, dire que c'est ton projet pro, s'ils ont des conseils, tout ça. S'ils ont des noms aussi de psychologues, gérontologues que tu pourrais contacter. Parce que je pense vraiment ce qui a donné une plus-value à mon dossier en dehors de cette expérience-là et des quelques petits cours de géronto que j'avais pris par-ci par-là, c'est vraiment le lien que j'avais avec les profs qui au final, sans que je le sache, faisaient partie des profs du jury et du coup qui me connaissaient déjà. Donc Hmm. je pense que ça a joué aussi en ma faveur et voilà. Mais pour revenir à ta question, les expériences c'est primordial et mes profs en tout cas me disaient beaucoup que ce qui comptait le plus au final c'était les expériences et pas tant les notes que ça quoi. Ouais, parce que en fait, quand on y réfléchit bien aux notes, finalement, en plus pendant le Covid, et je vais dire ça honnêtement parce que moi je l'ai vu dans ma classe au moment du Covid, et beaucoup de coachés me l'ont dit aussi de leur côté. On est d'accord, hein, les devoirs en distanciel, c'est plus ou moins fait en collaboration et solidarité les uns avec les autres, pour ne pas dire autre chose. Ouais. Donc, il y a un moment donné, moi, je veux bien que le système soit basé sur les notes, mais est-ce que c'est vraiment révélateur finalement du niveau de l'implication des étudiants? Je n'en suis pas sûre. Ça, après, c'est vraiment très personnel ce que je dis là, et c'est aussi ce qui me pousse avec le projet de Pitchmaster Psycho, hein. Mais, et j'avais une question aussi pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais comme lieu de stage
bien sûr les EHPAD, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en géronto que tu verrais, toi? Alors en géronto, donc les EHPAD, généralement classique. Enfin, dans ma promo, on a, je pense, 80% étaient en EHPAD. Mais il y a aussi tout ce qui est les SSR, donc plus sur la courte durée, l'accueil des personnes âgées à courte durée, les SSR gériatriques, les hôpitaux, SSR, ça veut dire quoi? soins de suite et de réadaptation. D'accord. De ce que j'ai compris, hein, je vais peut-être me tromper, hein, mais c'est vraiment là où les personnes âgées sont et on essaye de les évaluer, de voir où est-ce qu'on peut les rediriger. Est-ce qu'il faut les rediriger vers EHPAD? Est-ce qu'on les accompagne plutôt à domicile, vers une autre structure? Vraiment une plateforme un petit peu qui vise à orienter les personnes âgées par la suite, de ce que j'ai compris en tout cas. D'accord. Donc, Ok. et hôpitaux, il y a aussi parfois en UCC, donc en unité cognitivo-comportementale, je crois, où il y a des personnes âgées avec des troubles du comportement. Il y a les plateformes de répit pour les aidants. Il y a aussi tout ce qui est structure d'intervention à domicile. Par exemple, nous, à Tours, en tout cas, on a l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, et il y a des psychologues qui se déplacent à domicile et qui voient du coup des personnes âgées. Et des personnes de ma classe avaient pu faire des stages dans ce lieu-là, et ça avait l'air chouette. Donc au final, il y a pas que les pas dans Géronto. Mais oui, effectivement, il y a plein de choses. Et c'est vrai que les hospitalisations, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à domicile, les visites à domicile, c'est quand même hyper chouette aussi pour les personnes âgées de ne pas forcément être dans un institut médicalisé, mais de rester chez eux finalement, en ayant des aménagements aussi. Il y a Sakura qui rajoute accueil de jour Oui, il y a aussi. 2 jours, exactement. Ouais, trop chouette l'accueil de jour. Super. Et par exemple, toi, tes stages, c'était où? En M1, en M2? Alors moi, je suis restée très classique. Ça a été EHPAD, EHPAD, EHPAD. Ok. Je savais que je voulais être psychologue en EHPAD parce que, en fait, déjà, j'ai choisi les personnes âgées parce que c'est une population que je connaissais pas du tout. J'ai pas vraiment de personnes âgées dans mon entourage. Du coup, je connaissais pas, donc j'ai foncé parce que j'aime bien aller vers ce que je connais pas. Et les EHPAD, je connaissais du coup pas du tout non plus. Donc j'ai un peu foncé et puis j'ai très vite vu que dans les médias, on avait quand même une vision assez négative des EHPAD. Et Hmm. du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment si horrible que ça, les EHPAD, pour que personne en parle en bien? Et du coup, j'ai mis mon nez là-dedans et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire là-bas. Donc il y a évidemment du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif aussi dans ce qu'on propose comme accompagnement en EHPAD. Et du coup, pour moi, si on veut un peu bouger comment ça se passe à l'intérieur des EHPAD, et ben, il faut y travailler, il faut être au cœur de tout ça. Et du coup, j'ai choisi l'EHPAD. Et puis encore actuellement, je suis en EHPAD et j'aime beaucoup cette structure. Est-ce que, il y a, par exemple, une expérience en EHPAD qui t'a la plus marqué qu'une autre? Je sais pas, une rencontre en EHPAD qui te revient comme ça, que tu aimerais nous raconter? Ah, j'en ai beaucoup et je pense qu'à Ouais. chaque fois que je rencontre un nouveau patient en EHPAD ou je fais un suivi long, ça me marque à chaque fois. Dernièrement, j'ai découvert plutôt tout ce qui était soins palliatifs avec des accompagnements Hmm. de fin de vie, hein, parce qu'en EHPAD, alors on pense souvent que l'EHPAD c'est un mouroir où juste les gens viennent et ils meurent, et je trouve que c'est pas vrai. Déjà, il y en a qui ressortent de l'EHPAD et puis il y en a qui vivent pendant 10 ans. Hmm. Là, et ben, forcément, qui décèdent aussi. Et des fois, c'est des décès où on s'y attend pas vraiment. Mais souvent, quand même, on s'y attend. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont dans le contexte de soins palliatifs, des maladies chroniques à un stade sévère qui font que on n'est plus là pour soigner la personne, mais pour essayer de soulager la douleur et qu'elle soit dans un confort maximal. Et du coup, j'ai eu des situations avec des personnes qui n'avaient même plus accès au langage. Et du coup, il fallait quand même les accompagner de cette fin de vie, qu'elles puissent être apaisées, partir en paix, que leur famille aussi puisse les laisser partir en paix. Et accompagner Ouais. la famille là-dedans et leur annoncer que leur proche va décéder avec une sédation longue et continue dans une semaine. Hmm. Faut un petit peu programmer ces choses-là et du coup les accompagner eux, faire du suivi de deuil, faire du suivi avec la personne en question aussi. C'était hyper poignant et je pense que ça a modifié totalement ma vision de la mort et de l'accompagnement de fin de vie. Et c'était très beau, ça m'avait beaucoup touchée. Ouais, ouais, je le sens là que c'est fort émotionnellement et c'est vrai que ça doit être très touchant et ça doit aussi te donner une autre dimension aussi à ton travail de psychologue. Hmm. Exactement.
Il y a Sakura justement qui rajoute que elle travaille depuis 10 ans en EHPAD. Ok. Sakura, tu travailles en tant que psychologue, c'est ça? En EHPAD? Ah, trop Et ouais, et elle a du coup ouais, je lui pose la question parce que je sais pas trop et elle dit qu'il y a beaucoup de problèmes institutionnels aussi. cool. Hmm, Oui, oui, oui. ok. Exactement. Et alors moi, j'avoue que c'est ce que je reproche le plus à l'EHPAD dans ma pratique professionnelle, c'est tout ce qui est contrainte. Bah forcément, en fait, c'est parce qu'on est salarié aussi et du coup, bah, on dépend d'une direction. Cette fois, cette direction dépend aussi elle-même d'une direction. Enfin, du coup, forcément, tout ce qui est budget, des fois, en tant que psycho, on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées et Hmm. bah, on nous dit bah non, on peut pas parce qu'il y a ci, il y a ça et ça peut être assez frustrant. Mais ça va, pour moi, c'est le jeu du salariat. Vu que je suis en auto-entreprise à côté, l'auto-entreprise, c'est bien, on est libre, il n'y a pas ces contraintes-là, mais il y a d'autres contraintes aussi. Et voilà, c'est le jeu. Oui, on les connaît toutes les deux. C'est ça. Et justement, Lou te pose la question, en libéral, tu exerces auprès de personnes adultes ou âgées? Quelles sont un peu les personnes que tu as en libéral? Alors, en libéral, je suis auprès des adultes. Je ne prends pas tout ce qui est ado, enfant, parce que je ne me sens pas du tout capable. Et que j'ai un peu oublié mes cours du master, non, mais mes cours de licence sur le dev. Hmm. Pas des adultes de tout âge. Alors j'ai une spécialité personnes âgées que je dis hein, quand même à chaque fois, mais j'ai pas mal de personnes âgées, surtout en ce moment. Et je me déplace à domicile surtout. Du coup, c'est pas mal pour les personnes âgées qui sont un petit peu dans le côté rural de ma ville, qui n'ont pas forcément accès à des psychologues déjà, qui peuvent pas forcément se déplacer en ville pour aller voir des psychologues. Du coup, c'est moi qui viens à elles et c'est hyper apprécié. Et j'ai aussi quand même quelques adultes jeunes, moins jeunes aussi, mais j'ai vraiment de tous les âges, je dirais que j'ai je sais pas, de 20 à 80 ans en ce moment dans ma patientèle. Ah, Donc c'est assez large, d'accord. j'aime beaucoup, c'est hyper stimulant. Du coup, oui, pour revenir sur Sakura, donc elle est bien psychologue. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu... Alors là, c'est une question plus liée à ce que moi, je me questionne. Comment est-ce que tu arrives à allier justement ton institutionnel et ton activité libérale? Hum, Comment est-ce que tu trouves l'équilibre? Voilà. J'ai pas trop compris la question. En fait, je disais, tu es en institutionnel, donc je ne sais pas à combien de pourcents. Combien, c'est un mi-temps, plein temps? Ouais, 50% en EHPAD. 50%. Ok. Et du coup, après, donc, tu cales entre guillemets le libéral sur tes autres temps. Exactement. Ok, d'accord. Alors, Sakura, en EHPAD, je conseille pas d'être à temps plein sur une même structure. Je suis sur 2 EHPAD, c'est vraiment différent. Hum. Oh, Quand je me suis dit la même chose, parce que avant d'être diplômée, je me suis dit, moi, je veux chercher à la fin de mes études un 100%, non pas du tout, pas un 100% libéral, un 100% EHPAD, ouais. pour avoir la sécurité financière aussi qui va avec le fait d'avoir un 100%. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte, parce que j'ai commencé à 40% à la sortie de mes études, et puis là, Hmm. je ne pas à 100% et j'ai abandonné le 40%. Et en fait, je me suis vite rendu compte que être à mi-temps dans un EHPAD, c'est ce qui me convient le mieux aussi, puisque l'EHPAD, c'est quand même très prenant, il y a beaucoup de contraintes, des fois, ça peut être très frustrant aussi. Et du coup, il y a toute ma semaine, je pense que je pourrais pas, et je suis quelqu'un qui a besoin de voir plusieurs choses et faire plein de choses dans ma semaine. Tellement pareil. Du coup, le libéral à côté, ça me va bien. Et en fait, je me rends compte que quand je quitte l'EHPAD, je suis contente et je me dis, ah, je suis contente d'avoir fini l'EHPAD, maintenant on place le libéral. Et puis quand je quitte le libéral, je me dis, ah, je suis contente d'avoir fini la partie libérale de ma semaine, j'ai hâte d'être à l'EHPAD. Parce que Ouais, super. de voir des choses différentes et être tout le temps dans la même institution, bah, c'est un sacré engagement. Parce que c'est pas facile d'être psychologue en institution, donc je le comprends totalement, cette aura. Oui. Et Sakura, justement, ajoute que c'est assez rare quand même un temps plein en EHPAD en plus. Enfin, Oui, en EHPAD, j'imagine qu'elle voulait dire ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu partout, c'est assez rare. oui, Mais bon. CK12 te demande, les stages sont-ils facilement trouvables en master? Alors, oui. je sais pas si CK, tu demandes dans tous les masters de psycho, parce que là aussi, on pourrait y répondre. Car en licence, c'est assez compliqué, notamment car les psys ont souvent des temps partiels. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que ça dépend peut-être, en tout cas dans ce que j'ai vu dans ma promo de master global, donc les gens qui étaient avec moi en master mais pas forcément dans la même spécialité. J'ai l'impression en tout cas qu'à Tours, ça dépendait des spécialités. Nous, en Géronto, on a tous trouvé très vite, malgré le contexte Covid qui faisait qu'on avait peur qu'on n'ait pas d'en sortir Super. parce que les personnes âgées fragiles, du coup, on avait peur que les EHPAD soient fermés pour nous et on a tous trouvé très très vite. Et j'ai l'impression qu'en développement et en clinique, ils ont eu beaucoup plus de mal à trouver. Euh, Hmm. je ne sais pas trop pourquoi, je ne saurais pas le dire. Mais du coup, j'ai l'impression que ça dépend un petit peu des villes, sûrement, et du coup des structures qui sont disponibles dans la ville, mais aussi des spécialités de master. C'est vrai. Et aussi, il y a une réalité qui est un peu rigolote. Je sais pas si toi aussi tu l'as vécu, mais quand on est en L3, qu'on cherche un stage, on nous refuse parce qu'on nous dit oui, mais en fait, je cherche des masters. Et Oui, quand on arrive en master 1, on fait non, je cherche des master 2. Et quand on arrive en master 2, bah en fait non, j'ai plus de place. oui, Et c'est un peu bizarre, mais ça se produit beaucoup ce phénomène-là. Donc après, voilà, il y a aussi des manières de chercher les stages. Enfin, honnêtement, il y a une méthodologie, hein, je pense un peu là-dessus. Et justement, moi, je fais des masterclass sur ça, sur la recherche de stage. En fait, tellement c'est complexe à trouver. Mais un conseil que je pourrais donner là, comme ça, de prime abord, c'est mettez-y vous tôt. Et les structures qui vous refusent parce qu'on vous dit pas de place ou vous êtes que en licence, il nous faut des M2, eh ben gardez le contact sous la main et vous relancez l'année d'après en fait, en disant que vous avez déjà essayé de postuler là. Donc voilà, essayez aussi de faire ça. Il y a Hors Psycho qui dit je suis diplômée du master dev de Tours, juin 2021 aussi, c'est bien, on est tous de la même team. Effectivement, c'est assez difficile de trouver un stage. oui, Ouais. Et oui, en plus, en ce moment, enfin, c'est vrai que les coachés me disent ça, mais il y a aussi ce refus lié au stage par rapport au Covid, ce qui oui, finalement est un peu bizarre parce qu'au contraire, en fait, enfin, moi, je trouve que dans les hôpitaux, en tout cas, il y a une augmentation de patients et c'est justement là où il y aurait encore plus besoin de stagiaires, de psychologues. exactement. Et je pense qu'en EHPAD, ils ont très vite compris parce que en Master 1, mon stage était interrompu parce que Covid, confinement de mars, hop, on m'a coupé Hmm. à l'heure sous le pied, on m'a dit bah, bye bye. Et en fait, en Master 2, j'ai senti que dans les EHPAD, ils avaient un petit peu changé d'état d'esprit. Ils se sont dit, mais en fait, les psychologues en EHPAD étaient débordés parce que les psychologues, du coup, devaient faire du lien social dans l'EHPAD vu que les résidents étaient confinés dans leur chambre. Et du coup, c'est eux qui devaient organiser des Skype avec les familles, tout ça. Et du coup, les Ouais. psychologues ont aussi dit à leur direction, bah, en fait, on a besoin des stagiaires psycho parce que pour faire des entretiens, on va dédoubler les Hmm. forces. Et du coup, les directions l'ont entendu. Et puis, moi, en stage, on m'a bien fait comprendre qu'heureusement, qu'il y avait bah, la stagiaire et le psychologue référent parce qu'il y avait trop de boulot en temps Covid, quoi. Ouais, mais c'est vraiment chouette ton retour, hein, parce que souvent on entend les institutions qui peuvent dire l'inverse, et là on le voit bien d'un point de vue pratique, au contraire. Il y a Sakura qui disait que oui, par rapport au stage, c'est bien de relancer, de le faire dès janvier, de faire les demandes très tôt, ouais. Exactement. Mm. Il y a C12 qui dit oui, car certains ont dû réitérer leur M1 ou M2 dans certaines villes dû à des stages annulés. Ah oui, ça j'en connais beaucoup aussi. Mm. Ce qui fait que cette année, le marché du stage, j'adore, c'est joliment dit, était particulièrement bouché. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une réalité pour le coup. C'est une sorte de vague, hein. Exactement. Puis il y a des Ouais. stages qui ont été prolongés à plus tard, qui ont fait des pauses, qui ont repris. Et nous, je sais qu'à l'université de Tours, ils ont donné un délai supplémentaire parce que je crois à la base des bases, on pouvait faire le stage que jusqu'au avril, mai, quelque chose comme ça. Et puis là, il y en a qui ont quand même pu, en fait, décaler leur soutenance et la décaler, par exemple, à décembre. Et Ouais, par pareil. à décembre, Mm. ça, on fait la soutenance en décembre. On est diplômé, bah, certes, 6 mois plus tard que tout le monde, mais on est diplômé quand même. On n'a pas besoin de repasser une année, donc quand même. Heureusement. Mais les facs, généralement, peuvent faire ça. Mais de ce qu'on m'avait dit, mais on m'avait dit de pas le dire. Mais c'est pas grave, ça reste entre nous. Ne le dis pas, on est qu'entre nous. Ne t'inquiète Mais généralement, toutes les facs peuvent faire ça, décaler à septembre, décembre, bien sûr. par rapport aux soutenances, sauf qu'ils ne le disent pas aux élèves parce qu'ils veulent pas que tout le monde le fasse. Mais Ouais, en théorie, ils sont censés tous pouvoir le faire. Donc voilà, voilà. faut se battre.
Mais c'est ça. Et en fait, ce que tu soulignes là, c'est aussi ce qui peut se passer pendant les sélections. Ça va être ce truc-là de bon bah non, en fait, il y a plus de place dans ce master-là, donc laissez tomber, ne venez pas chez nous. Et en fait, c'est beaucoup arrivé en live comme toi où justement des étudiants ou des psychologues disent mais en fait si moi j'ai renvoyé ma candidature après coup en septembre et en fait on m'a répondu oui. Donc oui, c'est Ah, possible aussi. Mais il y a la manière de forcer, il y a la manière de revenir aussi qui va faire la différence. mm. Et puis Mm. moi, dès les premières semaines, il y avait une fille de ma promo qui avait abandonné. Et je pense que si quelqu'un s'était pointé avec un bon dossier de Géronto, ça aurait peut-être pu le faire, hein. Mais tellement. Et en fait, c'est là aussi où on se dit que entre étudiants, ça serait pas mal. Par exemple, sur le groupe L3 M1 Psycho, qui est assez connu, ben de mettre, voilà, là, il y a quelqu'un qui vient de partir, postulez. Voici le mail du secrétariat, postulez, ou voici les horaires et allez-y, quoi. Et c'est aussi entre nous, en fait, de s'entraider sur tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de coachés qui, en septembre, m'ont dit, Lucille, c'est bon, en fait, j'ai été pris en master. Il y a eu un dernier désistement en septembre. Il y en a beaucoup aussi à la rentrée. Effectivement, ça remonte dans les listes, mais parfois, niveau informatique, ça s'arrête quand même. Donc là, c'est avec les handicaps qu'on peut arriver à revenir justement sur les masters. C'est clair, c'est clair. Mm. Je vais essayer de prendre les questions qui t'avaient été posées en amont. Mhm. Alors, est-ce que tu as reçu des refus de certains masters à cause de ta moyenne? Alors, il y a un master, c'était à Poitiers. En fait, j'ai postulé dans des masters dev et des masters géronto. Donc, on m'a toujours dit qu'il fallait pas le faire parce que les facs communiquent entre elles, tout ça. C'est faux, les facs communiquent pas entre elles, elles n'ont pas que ça à faire. Ils Et n'ont pas le temps. quand les mêmes, avec mon culot, un master dev Génial. à Tours et un master géronto à Tours aussi. Là, par contre, bon, ils ont un peu plus communiqué et ils m'ont demandé de justifier. Puis j'ai justifié comme quoi le développement, c'est tout au long de la vie. Du coup, c'est à la fois les enfants et les personnes âgées aussi. Donc, vous pouvez le justifier comme ça aussi si vous avez des expériences dans les deux domaines. Et du coup, il y a un master, donc c'était à Poitiers, donc en développement cette fois, où on m'a fait venir à l'oral. Et à l'oral, on m'a dit, enfin, on m'a saqué en fait pendant tout l'oral et on m'a dit que mes notes étaient trop faibles. On m'a demandé pourquoi j'avais 2 en stats. J'ai dit parce que je comprenais rien en stats. Enfin, j'ai pas 2 C'est pour 2. horrible les stats. Et du coup, on m'a dit que voilà, j'avais des notes faibles et ils ont terminé l'entretien sur ça. Donc moi, j'étais bah, ok. Enfin, pourquoi m'avoir fait venir, hein, j'aurais pu me lever plus tard ce matin. Euh, et au final, j'ai eu la surprise, malgré le fait qu'ils aient critiqué mes notes, qui m'ait pris. En fait, j'étais en rang 1 sur la liste d'attente, donc j'ai été prise au bout de quelques heures au final, parce que quelqu'un s'était désisté. Et puis j'ai eu un Hmm. salaire à les refuser du coup. Comment ils m'avaient traité un entretien. Mais sinon, j'ai pas eu de refus à cause de mes notes basses et généralement dans mes autres entretiens qui, eux, se sont bien passés. Alors moi, j'avais postulé dans 3 masters du coup, donc celui-là que j'ai refusé et les 2 autres, Dev et Géronto à Tours, où enfin, où j'étais refusée. Non, celui-là où j'ai refusé, un à développement à Tours où j'ai été refusée et Géronto à Tours où j'ai été prise d'office. Et du coup, dans les masters de Tours, on m'a pas du tout parlé de mes notes, mais pas du tout. On m'a parlé que de mes expériences parce que c'était ce qui comptait et ça compte beaucoup à Tours. Et au final, quand je pense à ma promo là en master Géronto, je crois que tous mes camarades de classe avaient fait au moins un stage en Géronto. Hmm. Seule personne qui arrivait en master sans avoir fait au moins un stage de 35 heures. Donc, c'était Ouais. un stage. Ouais, c'est important ce que tu dis par rapport aux expériences. Et il y a aussi tout ce qui est service civique. Là, je dis ça pour les personnes qui malheureusement n'ont pas ou sont pas prises, ne seront pas prises peut-être en master. Vous pouvez aussi faire un service civique auprès de personnes âgées. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services civiques comme ça. Et c'est aussi l'occasion justement de faire une expérience et de voir aussi si ça nous plaît Ouais. avant d'entamer un master, dans Mm. ce champ-là. Il y a CK12 qui nous dit, je sais que la question peut paraître un peu tabou. Eh bien, justement, ici, il n'y a pas de tabou, donc on y va. De plus, c'est un métier qu'on choisit par passion, mais gagne-t-on bien sa vie en tant que psychologue? Point Ah, d'interrogation. j'adore. C'est trop bien d'oser la poser parce qu'on souvent on n'ose pas trop la poser, je trouve, et alors qu'il n'y a pas de tabou. Alors moi, je dirais que ça dépend beaucoup. Si tu fais que l'institution, il y a très peu de chances que tu gagnes bien ta vie parce qu'en institution, nos salaires sont calculés selon des grilles qui sont très datées. Et Hmm.
la fonction publique, tu gagnes pour un bac plus 5 1007, 1008 net pour un 100%. Et dans le privé, tu peux être plus autour des 2000. Mais voilà, pour un bac plus 5, bon, chacun a son avis sur le sujet, mais c'est peut-être pas tip top par rapport à... Non, c'est pas très, mais surtout par rapport à la charge mentale qu'on peut avoir, où derrière on est censé aussi avoir des supervisions qu'on va payer de nos propres poches, etc. Faut Oui, aussi voir tout ça derrière, effectivement, qui montre que bah oui, on n'est peut-être pas tant payé que ça par rapport au travail qu'on fait et à ce que ça nous coûte aussi en tant que personne derrière. exactement. Par contre, si tu es en libéral, en 100% ou à mi-temps ou peu importe, tu as plus de chances de mieux gagner ta vie selon, bah, parce que c'est toi qui fixes tes tarifs déjà et le nombre de patients que tu vois par jour. Euh, donc, après, il y a beaucoup de charges en libéral, mais je sais qu'il y a des psys qui sont aussi sur Instagram qui disent qu'ils gagnent 3000 € par mois, des choses comme ça. Mais après, bah, pour gagner autant, il faut réussir à se faire sa pub en libéral, Hmm. avoir du monde en fait. Et, ça, c'est difficile aussi. Donc, Ouais. c'est un peu Et en difficile. sachant qu'en plus, ça dépend un peu, par exemple, comment on travaille. Est-ce qu'on a envie de faire une dizaine de patients dans la journée ou juste deux ou trois? Moi, c'est Et c'est vrai enfin, ouais. Et c'est vrai que par exemple, moi, je suis en libéral aussi à côté et en fait, j'ai peut-être une ou deux personnes par semaine. En fait, je veux pas en faire plus. Et moi, je suis sur psychologue.net. J'ai décidé en fait de me mettre sur une plateforme. Je fais pas la promo plus que ça, mais c'est juste pour le dire. De manière transparente. Et je me souviens, le commercial, il y a 3 semaines, qui commence à me dire, mais non, il faut absolument que vous ayez des patients. Je fais, waouh, en fait, calmez-vous, c'est pas du tout ma manière à moi de voir les choses. C'est juste pour que la logistique soit plus facile. Je ne souhaite pas du tout avoir ce genre voilà, de truc commercial très agressif. Et après, on s'est très bien non, entendu. oui, Mais commerciaux de là-bas. non, sinon c'est génial. Mais c'est vrai que là, j'étais, oula, non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Alors, CK12. Ah non, c'est bon. Non, c'est moi. C'est moi qui ai remonté sur la même question. Mais oui, et c'est là-dessus, je te rejoins sur le fait. Moi, je suis en institution aussi à côté et je fais une dizaine d'heures par semaine. Et je suis pas payée par l'hôpital, mais par du coup la mairie de Gennevilliers. Et en fait, effectivement, ben, mon salaire est bien plus élevé que si j'étais en hôpital. Mais tu vois, là, je suis bien en étant à une dizaine d'heures par semaine en institution et à côté en faisant mes coachings et du libéral. Et je suis bien comme ça entre les trois. Et pareil, du coup, mon salaire, entre guillemets, ne vient pas de même source. Et c'est aussi très satisfaisant comme ça. Par exemple, quand je me sens en forme, eh ben, de travailler un peu plus en libéral ou en coaching. Et quand je suis un peu moins en forme, pareil, je peux faire varier les choses. Oui, C'est aussi exactement. une vraie liberté qu'on a, je trouve, là-dessus. Exactement. Alors, CK12, je suis vraiment désolée, mon téléphone s'est éteint. Je ne sais pas si vous avez répondu à ma question concernant le salaire. Mm. Si, du coup, ouais, on vient de le faire, mais n'hésite pas après à regarder le replay. Là, il est 14h45. Je pense que tu pourras revenir sur la 30e minute et tu devrais retrouver. Mm. Mais justement, ce qu'on disait en gros, c'est que ça pouvait beaucoup varier en fonction de si tu étais en libéral ou en institutionnel et en fonction de l'institutionnel. Tu vois, pour résumer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Comment avez-vous géré une moyenne considérée comme faible? Ça, tu y as un petit peu répondu au début, mais s'il y a d'autres éléments qui te viennent, tu peux aussi Non, bah, tout à fait. c'était vraiment, bah, du coup, j'avais une moyenne de 11 en tout sur ma licence, 11 tout pile en plus, je crois. Et vraiment, bah, j'ai beaucoup accès. Alors, je sais que j'ai de qualité rédactionnelle. Du coup, j'ai Super. beaucoup mis sur la lettre de motivation, parce que pour moi, c'était ça qui allait me démarquer des autres, parce que le CV, bon, c'est pas très intéressant, je trouve, à lire un CV. Et du coup, j'ai beaucoup accès sur ma lettre de motivation, beaucoup parlé avec les profs de Géronto pour me faire connaître déjà d'eux, sans savoir qu'ils allaient finir dans mon pays après la sélection. Et c'est ça, et aussi me dépatouiller pour trouver un stage de 35 heures en Géronto pour pallier un petit peu à ces notes et dire ok, j'ai des notes pas terribles. Alors après, en Géronto, quand même, en toute transparence, j'avais des bonnes notes quand même. Hmm. Dans tout le reste, tout ce qui m'intéressait pas, j'arrivais pas à faire semblant et à réviser. Et, mais du coup, voilà, les bonnes notes en Géronto, trouver un stage de 35 heures en Géronto, me faire connaître des profs, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été prise malgré mon 11 de moyenne en licence et mon 2 en stats.
Oui, et ta motivation aussi, comme tu disais, hein, le fait, voilà, d'avoir vraiment envie de concrétiser ce projet-là, en fait. Ouais, Et exact. ça joue beaucoup parce que il y a beaucoup d'étudiants, et ça, je le comprends, c'est souvent la peur, hein, qui va driver un peu à ce moment-là, mais qui vont postuler à une quinzaine de masters. Mais honnêtement, enfin, posez-vous la question de est-ce que ces 15 masters vous intéressent vraiment ou est-ce que finalement c'est la peur qui vous drive à intégrer ces masters-là? Et dans ce cas-là, ça, nous, on le lit. Moi, en tant que coach, je le lis, je le vois. Vous n'avez même pas besoin de me dire les masters qui vous intéressent et ceux qui vous Ouais. intéressent pas. On le sent à la lecture. Bah, je me souviens comme on avait parlé à un entretien à la sélection à Tours pour le master Géronto, où on m'avait dit bah, Madame, vous avez postulé à combien de masters? Est-ce que vous avez postulé dans d'autres masters? J'ai dit oui. Ils m'ont dit ok, combien? J'ai dit bah juste j'ai postulé dans 3 masters en tout. Ils m'ont dit trois, mais il faut postuler dans toute la France, mais vous avez trop confiance en vous. J'ai dit bah en fait moi j'ai préféré donner tous mes efforts sur ces 3 candidatures et tout donner vraiment et y passer des heures et des heures pour faire. Je crois, j'ai plus de batterie. Ah, Pour faire des c'est candidatures embêtant. pardon, je pense. Voilà. Donc j'ai préféré optimiser ces dossiers-là plutôt que de faire 15 dossiers et de m'y mettre à moitié à fond sur chacun, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, concrètement, du coup, comme on voit que vous n'êtes pas trop motivé, bah nous, mais moi je le sens en tant que coach, quand je continue de lire les dossiers parce que je me suis engagée auprès de l'étudiant, c'est un supplice pour moi à lire quelqu'un qui n'est pas motivé à faire à faire ce master-là. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, un étudiant qui a des moyennes un peu moins bonnes, enfin des notes un peu moins bonnes, mais qui est ultra motivé, franchement, j'ai envie de le rencontrer en entretien et j'ai envie de dire, mais viens, viens, ça va bien se passer. C'est clair. Et ça, j'ai vu pas mal d'étudiants avoir 16 de moyenne et pas être pris à la sélection, ou ce qui peut faire peur aussi, hein. Mais des étudiants Oui, qui ont fait 11 et qui ont été pris au final. ouais. Moi, c'est pareil. J'avais quoi? Je devais avoir 12 de moyenne en licence. Mm. Après, un peu comme toi, parce que bah quand j'aime pas, bah ça se voit. Donc forcément, les stats, c'était un supplice. Mm. Je me souviens, même en M1, je pleurais avant les partiels, non pas de stress, mais d'énervement et d'injustice, parce que ces stats me saoulaient. Ouais. Et pareil, je suis passée en master alors que j'avais pas la moyenne en stats, j'avais tout juste 7, mais alors que j'avais des heures et des heures de travail derrière, hein, c'était pas 7, je m'en fiche, c'était 7, je bossais, j'y arrivais pas. Et en fait, comme je travaillais à côté, bah, dans ma lettre de motivation, j'ai beaucoup mis ça aussi en avant. Pas en mode victimisation, mais en mode mon travail m'a amené ça et ça comme compétence. Donc voilà pourquoi vous devez me prendre en master. Et c'est un peu comme ça, ouais, que j'amenais les choses aussi. C'est un peu, comme je disais tout à l'heure, de faire, en fait, de ces vulnérabilités des forces. Voilà. Et de montrer aussi une prise de maturité, une posture un peu différente, une volonté d'implication dans le master aussi. C'est hyper important. Oui. Et c'est ça pour moi la lettre de motivation, c'est leur dire en quoi ils ont besoin de nous, en quoi nous on a besoin d'eux et ce qu'on peut s'apporter mutuellement et puis aussi beaucoup s'appuyer sur la maquette du master qu'on vise et dire bah, là il m'intéresse parce que je les mets en expérience et j'aimerais creuser du coup ce que j'ai appris sur le terrain. Enfin voilà, c'est vraiment faire du lien entre toutes vos expériences, le master et la plaquette du master et c'est comme ça que ça le fait généralement les lettres de motivation. Ouais. Et moi, j'adore appeler ça des lettres d'amour. Ouais, En fait, je présente ça sous forme de lettre d'amour. On se met un peu en avant, mais en avant l'autre, et on voit comment on matche bien. Un peu tout en exactement. truc comme ça. Il y a Sarah qui te demande dans les questions, c'est quoi les choses que tu aurais aimé savoir avant de t'installer en libéral? Alors moi, j'ai suivi une formation pour m'installer en libéral. J'ai fait la formation Ose ton libre, que peut-être certains connaissent. Génial! De Marion Télisson. C'est ça, Trop ouais. cool. Et je l'ai faite en juillet et ça m'a donné vraiment toutes les clés pour m'installer en libéral. Alors, j'aurais pu trouver les clés moi-même toute seule sur Internet, mais je suis C'est long. assez feignante et sur Internet, on trouve un petit peu de tout et son contraire. Du coup, je préfère avoir une formation qui centralise toutes les informations. Et du coup, je ne regrette pas du tout. Et du coup, il n'y a pas vraiment de choses que j'aurais aimé savoir puisque j'ai tout su dans cette formation-là. Alors peut-être
Je sais pas si tu as reçu ce courrier aussi il y a pas longtemps, le CFE, que je connaissais pas Oui. du tout, l'impôt Mm. sur le capital professionnel ou je sais pas quoi, que Je ça l'ai me... pas encore fait. Faut qu'on le fasse avant fin décembre. Bah, moi, il est fait, mais je suis pas encore à la poste. Mais ce joli courrier qu'on reçoit des impôts, comme quoi on va leur devoir cet impôt-là dans quelques temps, auquel Mm. pas du tout. Donc ça, c'est une mauvaise surprise. Alors, je crois qu'on est exonéré la première année ou quelque chose comme ça, mais bon, ils Oui. prennent tes renseignements parce que dans un an, ils vont te cogner à ta porte, quoi. Donc, Ouais. ce courrier-là, j'aurais aimé le savoir, mais sinon, à part ça, non, j'avais toutes les informations sous la patte. Oui. Et du coup, le CFE dont parle Sandra, en fait, c'est une taxe foncière qui, du coup, s'applique aux auto-entrepreneurs que nous sommes, en gros. Donc oui, moi, il faut que je m'en occupe et si j'y comprends rien, je vais te demander parce que là, j'ai tout juste reçu et je compte aller sur YouTube pour regarder en quoi ça consiste, mais j'en avais parlé avec une amie entrepreneur aussi. Et bah, le Mm. courrier, vraiment, c'est du chinois. Enfin, j'ai rien compris. Mon Dieu. J'ai regardé sur YouTube aussi, j'ai lu toutes les petites lignes qui essayent d'expliquer un petit peu, Ouais. mais vraiment, c'est vraiment difficile. C'est la partie du libéral que j'aime pas. C'est tout ce qui est documents à remplir avec des termes hyper Ouais. compliqués. Mais Ouais, comme... l'administratif, la compta est très simplifiée avec le statut auto-entrepreneur, donc ça c'est chouette parce que ni toi ni moi n'aimons les stats et je t'avoue que moi au début j'avais peur de ça, mais Ouais. en fait c'est le truc le plus simple finalement. Mais tu sais quoi, sinon un jour on va créer un compte Instagram, mes galères de début de libéral, et voilà on va mettre nos perles sur le fonctionnement du libéral. Alors, il y a Sakura qui dit, ah, les stats, ça dépend du prof sur les inférentiels. C'est quoi les inférentiels? J'ai eu 15, alors que les descriptives, je sais pas ce que c'est non plus. L'année d'avant, j'ai repassé, j'ai eu une mauvaise note. Ok, ah, tu sais que tu es en train de m'apprendre des choses là, Sakura. Je sais même pas de quoi tu parles, mais c'est vrai que ça dépend des profs, je suis d'accord. Et de nous, de notre envie aussi de s'impliquer, mais ouais, ça compte beaucoup. Il y a CK12 qui dit super formation pour celle de Marion Télisson. CK12. C'est compliqué de s'installer en libéral. La formation Oston Libre t'a bien aidé. Du coup, oui, t'as pu y répondre. Et Hors Psycho dit, je suis en lancement libéral. Je signe pour votre compte. J'en aurais bien besoin. Haha. Avec plaisir. Génial. Euh, Comment est-ce que tu as su que tu voulais t'orienter vers la gérontologie? Ouais, du coup, vraiment par hasard. Bah, de toute façon, j'ai un peu pris toutes les grandes décisions de ma vie par hasard. Euh, Vraiment, je connaissais pas du tout les personnes âgées. Je me suis dit, je connais pas, du coup, je fonce. Et j'avais bien aimé les quelques cours de géronto que j'avais eu pendant ma licence. On n'avait pas eu tant que ça, mais j'avais bien aimé. Et je me suis rendu compte que la géronto, ça m'intéressait parce que ça nous concerne tous. Enfin, on va tous devenir vieux. Tout Si ça, tout va bien? ouais, je nous le souhaite. Et du coup, c'est trop intéressant de savoir comment on se développe et qu'est-ce qui se passe dans notre tête en fait quand on est plus âgé. Et les pathologies aussi qui vont avec, autant les pathologies mentales que les pathologies physiques. Et Hmm. je trouve ça trop chouette et bah voilà, ça nous concerne tous. Et je dois avouer que avant de faire du coup ce cursus-là, j'avais assez peur de vieillir, assez peur de la mort et tout. Et depuis que je le fais, plus du tout, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai des collègues, c'est le contraire, hein. Mais ça m'a fait beaucoup relativiser sur la fin de vie, sur prendre de l'âge. Et maintenant, je trouve que c'est un très beau processus. Donc même personnellement, ça m'a beaucoup apporté au final. Hmm. Ah, je trouve ça génial. Mm. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, un peu plus terre à terre au niveau des cours de master. Est-ce qu'il y a des cours qui t'ont plus effectivement marqué que d'autres, plus plu aussi, que J'ai tu as eu à... Ouais, j'ai adoré mes cours de master dans l'ensemble, mis à part un ou deux peut-être. Le master Géronto de Tours est vraiment génial. Alors, je fais la petite pub, mais il est vraiment génial. Il est assez reconnu aussi au niveau national. On a des très bons profs, je trouve, et de très bons cours. On a fait vraiment de tout, le, le vieillissement cognitif que social, enfin tout. On a vu tout ce qui est dépression, tout ce qui est soins palliatifs, éthique. Enfin, vraiment, on va sur tous les plans, les Hmm. fonds.
Enfin voilà, c'est génial, je trouve, comme master. Moi, j'ai beaucoup aimé les cours qu'on a eus sur le domicile, sur les soins palliatifs. Et aussi, alors le dernier cours qu'on a eu en Master 2, vraiment la dernière journée de cours ever, c'était 7 ou 8 heures, je crois, sur le suicide. Et ça a été un de mes Ouf. préférés aussi, qui était vraiment hyper chouette. Ça remet beaucoup de choses. Euh, donc voilà, moi, tous les cours, bah, en fait, quand j'y pense, je dis suicide et soins palliatifs dans mes préférés, voilà, c'est très gai. La vie d'un psy. Mais c'est des cours qui m'intéressent le plus et c'est des problématiques que j'adore accompagner aussi en tant que professionnelle, donc ça se rejoint. D'accord. Il y a Sakura qui rigole par rapport à l'histoire des stats et elle dit LOL, il y avait deux matières en stats. Bah, tu vois, je découvre. Moi aussi. Et aussi pour rassurer les personnes qui n'aiment pas les stats, moi actuellement, même si je suis en master recherche, bah j'ai pas de stats en fait. Ça va dépendre par exemple si je veux faire des études quantitatives. Dans ce cas-là, un peu plus, mais en général, on peut aussi se faire aider justement dans les labos de personnes qui connaissent bien les stats, voire d'aller voir des statisticiens. Exactement. Donc, tout va bien après, une fois qu'on a le diplôme. Dans mon master, du coup, j'ai fait. Alors, Master 1, c'est un mémoire de recherche et Master 2, un mémoire pro. Donc, dans tous les cas, en Master 2, on n'a pas besoin de faire de stats, en tout cas à Tours. Mais en Master 1, du coup, il y avait besoin, parce que c'est un mémoire de recherche. Mais moi, du coup, comme je savais que je suis vraiment nulle en stats, j'ai fait un mémoire aussi qualitatif. Comme ça, c'était des entretiens qualitatifs à analyser. Et comme ça, j'ai eu besoin de faire aucun stat. Parce qu'avec mon 2 de moyenne, voilà, je savais que c'était pas possible pour moi. Donc j'ai contourné comme ça et comme ça j'ai eu une très bonne note à mon mémoire et à mon master en général. Donc on peut toujours Ouais, tourner un petit peu. c'est génial. Et c'était quoi tes sujets de mémoire en M1 et en M2? Alors en M1, du coup, c'était l'influence de la culture des soignants en gériatrie sur leurs pratiques en France. Donc j'avais dû Hmm, super. interviewer des soignants qui travaillaient avec des personnes âgées et qui étaient de toutes les origines culturelles. Donc il y en avait une qui était américaine, il y en avait une qui était de la communauté des gens du voyage, l'autre française, portugaise, enfin voilà, un peu partout dans le monde. Comparer un petit peu en leur posant les mêmes questions, comment ils perçoivent les EHPAD et les personnes âgées. Et c'était hyper intéressant et ça m'a beaucoup appris sur les différents secteurs culturels. Et là, je travaille en EHPAD et mes collègues sont tous de cultures différentes et du coup, je comprends mieux les conflits. Et, euh, Ouais. et en Master 2, c'était favoriser l'autonomie en EHPAD. Donc, c'était une première partie sur la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées et comment ça favorise l'autonomie. J'avais Hmm. aussi un atelier Montessori dans une unité Alzheimer. Et une deuxième partie sur une patiente avec un trouble bipolaire que j'avais accompagnée et que j'avais essayé de rendre autonome dans la réalisation d'exercices de relaxation. Et du coup, c'était hyper. J'ai trop aimé. Waouh, c'est riche. Mm. C'est chou- Il y a Sakura qui dit, il y a 15 ans, on était 10 en géronto. La matière a fermé. Ok. L'année suivante, c'était une option. Tous allaient vers l'enfant ado. Oui, D'accord. ouais, il y en a beaucoup qui font enfant. Oui, ce que tu disais, finalement, géronto, il y a aussi développement. Et Mm. c'est vrai que parfois, alors ça, moi, c'est drôle parce que là, je me suis amusée. J'ai quasiment terminé maintenant là le tableau de tous les référencements des masters de France. Je mettrai le nombre qu'il y a du coup, parce que je me suis bien amusée. Et en fait, effectivement, il y a plein de masters qui se disent développement, mais parfois ça englobe vraiment de la naissance au vieillissement, ou parfois c'est juste finalement l'enfance, l'adolescence, parfois c'est juste que l'enfance. C'est assez fou, ouais, ces noms-là qui sont très différents en fonction des facs. Ouais, et puis je trouve que c'est dommage que, en tout cas à Tours, c'est le cas, que développement, ça soit que enfant, parce que pour moi, développement, c'est de l'enfant à la personne âgée. Et du coup, ça devrait être juste master enfant, quoi. Enfin, je sais pas comment on pourrait le dire de manière plus jolie, mais Ouais. développement, en fait, parce que du coup, il y a des personnes, même extérieures à la psycho, qui associent le mot développement avec enfant. Alors que moi, je me considère comme quelqu'un qui fait du développement parce que je suis dans le développement d'une personne adulte jeune à âgée. Et du coup, j'ai l'impression de faire du développement, mais quand on me dit que tu fais de la psycho du dev, on te dit ah, mais t'es avec les enfants? Non, pas du tout, je suis avec les enfants en train de vieillir, quoi.
Donc, Ouais, surtout que là, je vois là sur le site de la fac de Tours, effectivement, ta mention, c'est psychologie. mm, Et ça va pas être justement les autres mentions qui peuvent être peut-être un peu plus dev. mm. Ouais. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a d'autres, enfin, de ce que toi tu te souviens, d'autres masters de Géronto en France? En vrai, je les connais pas du tout parce que Ouais. j'ai mon toka à Tours et dans mes potes Ouais, t'avais pris que là. Hmm. Moi, dans j'ai pas de souvenirs, mais je sais que Danae Holler, qui est psychologue sur Instagram, il me semble qu'elle a fait un master Géronto. Je suis ah, quasi sûre de ça parce que je l'avais interviewée, mais oui, moi et ma mémoire. Mais quasi sûre qu'elle en a fait un aussi. Donc peut-être aller voir sur son Instagram. Danae Holler, psychologue. Ouais. je sais qu'elle a beaucoup l'EHPAD elle aussi. Et elle avait fait une Oui. vidéo et ça m'a beaucoup aidé pendant mon master. Génial. C'est une vidéo qu'elle a mise sur YouTube, c'est ça? Sur le Oui, master, sur l'EHPAD en général. parce que psychologue en EHPAD, ça reflète vraiment bien la réalité et du coup, c'est une super vidéo. Ah bah génial. Faudrait qu'on retrouve le lien. J'essaierai de le mettre. Ouais, ça peut être cool. Alors, hors psycho, totalement d'accord. Le master dev de Tours a été renommé enfant-ado. C'est plus clarifiant. Ah ouais. Hmm, effectivement. Ok. Écoute, j'ai fait le tour de toutes les questions. Qu'est-ce qui me vient en tête? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te viennent? Peut-être oui. Peut-être au niveau de la sélection en elle-même, quand toi, tu l'as passée. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont paru assez étonnants et sur lesquels tu aimerais insister par rapport à la sélection? Hum, Bah, en vrai, j'en parlais avec des amis qui ont fait psycho aussi il y a pas longtemps. Je crois que j'ai eu une des sélections les plus faciles. Et tout ce que les gens disent sur le traumatisme un petit peu de la sélection, bah, je le comprends parce que je suis empathique, mais je l'ai pas Ouais. vraiment comme ça. Ma sélection, c'est vraiment passé comme sous des roulettes. Et bah, à l'époque, j'étais pas trop quelqu'un stressé, maintenant beaucoup plus. Du coup, en fait, comme je voulais pas être psychologue, enfin, je me disais que j'y arriverais jamais, j'y suis vraiment allée les mains dans les poches un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup bossé mes dossiers, mais je m'attendais à rien. Faut pas être Hmm. psychologue. Du coup, moi, ça s'est hyper bien passé, donc j'avoue, le seul conseil que je dirais, c'est quand même avant l'oral, enfin vraiment juste avant, les 20 minutes avant, c'est horrible parce qu'on stresse beaucoup. C'est parler avec les gens qui sont devant la salle, qui attendent aussi, parce que vous êtes tous stressés pour la même raison et vous ne voyez pas comme des gens qui sont en compétition, mais juste qui sont là pour se battre pour leur avenir et qui sont un peu dans la même mouise. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup aidé à déstresser d'aller faire la causette avec les gens qui sont devant la salle et d'essayer de se rassurer et de former un petit groupe solidaire. Et je trouve que c'est important. Et pour moi, la sélection, ça doit être ça. Ça doit être solidaire et pas voir ça comme une compétition parce que c'est horrible. Et j'ai pas envie qu'on ait un peu cet esprit. Alors, c'est peut-être hyper Ouais. stigmatisé, je vais dire, mais l'esprit un peu médecine, comme en médecine, parfois, je vois que c'est vraiment la compète, quoi. Et j'ai pas trop envie que Ouais. ça comme ça en psycho. Ce serait dommage. Complètement. Hmm. CK12 te demande, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont postulé sur vos masters? Oui, alors on avait eu les données, je sais pas trop comment, mais c'était hyper intéressant. Alors nous, à mon époque, en Géronto, je crois qu'il y avait eu 300-400 dossiers, 100 et quelques pris à l'oral et 25 après dans la classe master. Et par exemple, en clinique, ils avaient reçu 800 et quelques dossiers, et pareil, 100 Waouh. à l'oral et 25 en master. Euh, Ok. qualité, ça change beaucoup, quoi. Ouais. Après, c'est pareil au niveau des chiffres et des stats. C'est toujours bien à savoir, mais faites attention à ne pas vous dire non, mais du coup, je serai jamais pris ou prise et j'y vais pas, quoi. Non, enlevez-vous ça. Sinon, en fait, vous ferez jamais rien de votre vie. Vraiment, c'est éviter ce genre de donc cause à effet. Ok, j'y vais pas. Mm. Non, c'est Et faites attention. Hmm. à Poitiers, du coup, là où j'ai refusé finalement le master, je suis arrivée en pensant que ça allait être comme à Tours, c'est-à-dire plusieurs centaines de dossiers, 100 et quelques à l'oral et 25 en master, parce qu'il n'y avait aucune communication sur leur site, à l'époque en tout cas. Et en fait, Hmm. j'étais devant la salle le matin de l'oral de sélection et ils nous ont affirmé que on était plusieurs centaines à avoir postulé, oui, qu'on était 200 à passer dans la journée à Wow. l'oral et qu'à la fin du master, il n'y avait que 10 places. Et moi, première chose que je me suis dit,
Et je me suis levée vraiment à 7 heures du matin, là, pour un master où il n'y a que 10 places, où je vais jamais être prise. En plus, j'ai 15 de moyenne. Enfin, voilà, tout le Mm. type de pensée que je pense que vous connaissez bien. Et du coup, je suis vraiment arrivée à l'oral, mais vraiment, j'en avais rien à faire de l'oral, tellement je me disais, mais je serais jamais prise. Et au final, bah, j'ai été prise au rang 1 de la liste d'attente, prise au bout de quelques heures. Et comme quoi, j'ai été prise dans un master où il y avait 10 places, alors que j'y croyais pas. Ouais. Comme quoi, il faut toujours tenter. Oui, bah surtout si vous êtes vraiment motivé par le master en question, et là je pense vraiment aux personnes qui vont postuler en victimo, criminaux et tout ça, où il y a très peu de place par rapport au nombre de personnes qui postulent, mais faites-le quand même. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, mais donnez tout. Ouais, c'est clair. Et puis au final, faut pas se dire, bah, il n'y a pas beaucoup de place, je ne serai pas pris, parce qu'en fait, tous les gens qui ont postulé aussi se disent la même chose que vous. Donc en fait, si tout le monde se dit ça, plus personne postule. On s'en sort pas. Les qui ont été pris se sont dit la même chose que vous, hein. Hmm, complètement. Du coup, Lou demande, mais ça on en avait un peu répondu au début, tu avais demandé que des masters de Géronto? Alors du coup, j'ai demandé que Géronto à Tours parce que c'était la seule maquette de Géronto qui me plaisait aux alentours. J'avais pas trop envie de déménager au bout de la France. Et j'ai postulé Hmm, en plus dans deux masters dev à Tours et à Poitiers. hmm. Et non, j'avais une question pour toi et je l'ai oubliée. Ah oui, si. Au niveau des effectifs, là que je vois actuellement sur le site, c'est normal, ça bouge un peu. Et là, a priori, en M1, c'est 27 places et en M2, c'est 27 aussi. Ok. Ça a augmenté de 2 places, c'est bien. Ouais. Pour les redoublants, je sais pas, il y en a peut-être plus avec le Covid et ils ont voulu une place, je sais pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que les redoublants, souvent, ne font pas partie des effectifs ici. Ça... Et ah oui, si, moi, une question qui m'intéressait. Est-ce que toi, t'as remarqué si c'était beaucoup de personnes de la licence de Tours qui étaient pris en master à Tours ou est-ce qu'il y a quand même pas mal d'externes? Comment c'est? En Géronto, on était moitié-moitié. Je sais pas si Ok. l'on fait ou pas, mais en tout cas, on était moitié de tout et c'était vraiment bah, ceux qui étaient hyper motivés, qui étaient connus des profs. Et ils ont pris l'autre moitié de vraiment partout en France, hein, autant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et, euh, Ouais. et les profs, de ce que j'ai compris, ont beaucoup aimé parce qu'au final, on venait tous de facs différentes, avec des approches différentes. Et du coup, pendant les cours, quand on participait, c'était hyper riche parce qu'il y en a qui étaient plus TTC, d'autres plus psycha, et d'autres plus Ouais. chimie. C'était hyper riche. Même entre nous, quand on parlait, on n'avait pas du tout vu les mêmes cours, quoi. Et du coup, c'était hyper chouette. Et je pense, enfin, de ce que j'ai compris, que les profs voulaient recommencer un petit peu ce système-là pour les prochaines sélections, avoir de la diversité, en fait, dans les approches. Ouais, complètement. Et du coup, toi, tu dirais que le master que tu as fait à Tours en Géronto, c'est plutôt quelle approche? C'est intégratif parce qu'on fait autant de traits cognitifs que de. On a eu beaucoup de psycha. On a eu des cours sur la systémie aussi. On a eu des cours sur plus le psychosocial. Enfin, vraiment, on a eu de tout. Parce que je suis psy intégrative, donc c'est hyper chouette. D'accord, ok. Mais écoute, là, on va arriver sur la fin du live. S'il y a encore des personnes qui ont des questions, allez-y, c'est le moment. Tant que Sandra est encore là avec moi. Et sinon, bien sûr, on peut retrouver Sandra du coup sur sandra.jeunepsy sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller voir aussi son Insta qui est hyper bien fait. Enfin voilà, j'aime beaucoup tes posts. Mhm. Et voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment riche. Enfin, et puis j'ai beaucoup aimé aussi qu'on parle autant du libéral que du côté institutionnel, que de ton master, tes études. Comment aussi toi, tu as vécu tes études en Bah, tant qu'étudiante en psycho. mm, Ouais, c'est vraiment important. Et ce que j'aime bien aussi dans les lives, c'est que souvent, en fait, les personnes que j'interviewe vont se dire, waouh, mais en fait, j'ai fait tout ce chemin-là, c'est fou. Et c'est chouette aussi de le transmettre. ouais, Ouais. justement, ce que je suis en train de dire, là, je me dis, ah ouais, j'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge sèche, et je me C'est dis, ah, le but. et je me dis, ah ouais, quand même, il s'est passé tout ça. La sélection, pour moi, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais c'était il y a que 2 ans, et je me dis, mais il s'est passé tellement de choses en 2 ans, c'est hyper riche, le master et le post-master, quoi. Ouais, complètement. Il y a Hors Psycho, du coup, qui dit oui, merci Sandra pour ton contenu, c'est très outillant. Ah, merci beaucoup. Super.
Bon, eh bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. À Merci. très bientôt. Et puis, de toute façon, on reste en lien pour discuter aussi du libéral et de tout ça, de nos Ah, galères de jeunes ici. ouais, mm. Ok, bah super. Merci aussi à tous de nous avoir suivis en live et à ceux qui regarderont aussi le replay. Il y en a beaucoup, donc merci à vous aussi. Et merci à toi, Sandra. Merci pour ton temps et pour ton partage aussi de ton expérience. De rien, c'était trop chouette, vraiment, avec plaisir. Superbe. Bonne journée alors, bon dimanche. Bonne journée, Salut. salut!